Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal des 19 heures sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est fait, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé à Washington l'accord de paix. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe ont palpé les documents en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le précision dans ce reportage de Giscard Koussema depuis Washington. La journée de ce vendredi 27 juin 2025 restera historique pour la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump suit de très près la signature de cet important accord historique au département d'État entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Aussitôt après cette signature au département d'État, le président Donald Trump va recevoir dans son bureau ovale à 15h local, soit 20h heure de Kinshasa, les deux ministres des Affaires étrangères principaux signataires de cet accord. On attend beaucoup de cette rencontre, notamment sur la suite des événements, mais ce qu'on sait, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal artisan de cet accord historique, est attendu dans les prochaines semaines au bureau ovale en présence du président Donald Trump. En ce qui concerne l'accord, nous voulons préciser ce jour que le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord. Et l'accord a préféré le terme de désengagement à celui des retraits, simplement parce que celui-ci est très globalisant. Le désengagement est en effet un terme militaire qui comprend l'arrêt des combats, les retraits des hommes et du matériel et tout dispositif de défense. En effet, les opérations militaires débutent toujours par une opération appelée engagement des forces. Il s'agit en fait du déploiement des hommes, du matériel sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi on a parlé en République démocratique du Congo du désengagement des troupes de la MONUSCO à Bukavu. Et en Afrique, on parle du désengagement des troupes françaises au Mali ou encore au Niger. Donc ceci dit, le retrait est donc une étape de désengagement. Quittons Washington pour la province de l'Ituri. Le responsable local de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, a devant la presse annoncé la réapparition de l'Okapi dans la réserve naturelle des Poulous, territoire de Mambasa, symbole de paix dans cette partie du pays, a-t-il affirmé. C'est une nouvelle porteuse d'espoir pour la conservation de la biodiversité en Ituri, 13 ans après le massacre des Okapis perpétré en 2012 par le tristement célèbre milicien Morgan. L'emblématique animal réapparaît dans la réserve naturelle des Poulous au cœur du territoire de Mambasa. Ce retour symbolique dans ces sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO est rendu possible grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région, selon les conservateurs en chef de la réserve. En 2012, nous avons connu le plus grand massacre des Okapis au niveau des Poulous, à travers le grand rebelle qu'on appelait Morgan. Et depuis lors, la situation sécuritaire ne s'était pas améliorée, mais après 13 ans, nous avions estimé, planifié avec le comité de sécurité du territoire de Mambasa, avec les différentes parties prenantes, dont les chefs de chefferie, qui s'étaient vraiment investis et dont le besoin était exprimé par les chefs de chefferie, le retour de l'Okapi au niveau de la réserve de fauna Okapi. Au-delà de l'aspect écologique, cette réintroduction représente un nouveau souffle pour les touristes en Ituri. L'Okapi, espèce endémique de la RDC, attire depuis longtemps l'attention des scientifiques, plus amoureux de la nature et des visiteurs étrangers. La nouvelle a également retenu l'attention des autorités provinciales. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a annoncé une visite prochaine sur le site des Poulous pour constater des visites, le retour de l'animal totem et surtout pour sensibiliser la population locale à la préservation durable de ces patrimoines naturels. C'est un espoir pour la province et pour toute la République démocratique du Congo. Les retours d'Okapi, c'est un signe positif et donc nous devons les capitaliser et c'est déjà dans l'optique de la relance du tourisme
La renaissance des Lokapi à Epulu symbolise bien plus qu'un retour d'un animal rare. C'est une victoire de la paix, de la conservation et de la résilience d'une région qui aspire à tourner la page des conflits. La notabilité itourienne présente au dialogue d'Arou II promet de s'impliquer activement en vue de la réussite totale de ce pourparler. Elle a fait savoir au cours d'une interview accordée à la presse. Depuis Arou, Ruth Mago. La notabilité itourienne salue l'initiative des autorités provinciales, celle de l'associé dans le pourparler d'Arou II, en vue de la résolution des problèmes sécuritaires de la province. Jusque-là, l'impression est encore bonne. Il est question de sortir de nos égaux, de voir l'intérêt général de l'Ituri. C'est ce qui prime. Ce qui est intéressant, nous avons écouté avec vous tous les 6 groupes armés de l'Ituri. Ils se sont exprimés librement et les travaux évoluent bien. Je crois que, comme disent les uns et les autres, la fumée blanche pourra sortir demain. Ces dernières s'engagent à s'impliquer activement dans la mise en œuvre effective des résolutions qui seront prises lors de ces assises. Nous savons travailler, ils ont parlé, ils ont été francs, ils ont dit toutes les vérités ouvertement. La première des choses que nous, en tant que communauté, nous avons salué. Deuxième des choses, c'est qu'ils se sont engagés au processus. Ils ont dit qu'ils sont prêts pour la paix. Ils sont fatigués avec la guerre. Et en présence des chefs coutumiers et des leaders communautaires, nous avons pris acte de leur détermination et de leur engagement. Comme tout le monde est disposé à la paix, quand une telle manœuvre négative veut s'installer dans notre territoire, tout le monde est comme chargé de sécurité. On ne peut pas accepter que tout fils d'Arou puisse aller dans ce sens-là. Si on apprend seulement que non, vous êtes dans un mauvais chemin, automatiquement c'est la même population qui te dénonce auprès des services de sécurité. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le territoire d'Arou est très calme. Rappelons que le dialogue intergroupe armé Arou II évolue en toute quiétude, sans aucun incident, sous la coordination du commandant 32e région militaire, le général-major Antoine David Mouchimba, représentant le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni. Restons toujours en Ituri, cette fois-ci avec la prise de fonction de Théophile Mpondé en qualité du coordonnateur provincial du programme national à l'hygiène aux frontières en Ituri. Le repromis s'est engagé de redorer l'image de ses services. C'est Lemani Junior. Je vous remercie ce mot-là de l'État. C'est un nouveau vent qui souffle au sein du service national de l'hygiène aux frontières. En Ituri, Dr Théophile Mpondé succède au Dr Christophe Kabaseki, appelé à exercer d'autres fonctions au ministère de la Santé. À Kinshasa, ce changement opéré par le ministre de la Santé, Samuel Kamba, vise à rajeunir l'administration publique pour un service de qualité au profit de la population de cette province. Le chef de division de la fonction publique qui a présidé la dite cérémonie a appelé le repromis au respect des instructions de l'administration publique pour mériter la confiance de la hiérarchie. Nous, comme agents de carrière des services publics de l'État, nous sommes locataires de l'employeur. Nous devons également changer le fusil d'épaule. Aujourd'hui, c'est le tour des cordons sortants, mais demain aussi, ce sera votre tour. Le nouveau coordonnateur du PNHF en Ituri promet d'imprimer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, répercuté en province par le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni en matière de la couverture de santé. Nous sommes un programme qui œuvre au niveau de la frontière. Nous avons les objectifs qu'on doit se fixer. J'ai des éléments, j'ai des personnels qui sont qualifiés avec qui nous allons travailler. J'attends de mes agents la collaboration, d'en bas jusqu'à haut, c'est-à-dire au niveau des pistes jusqu'à la coordination. Le coordonnateur sortant invite son successeur à pérenniser les acquis de ce service. C'est la continuité. Vous avez trouvé, j'ai laissé quelque chose. Je souhaite que vous continuez à faire plus que ça. Nous avons quitté un niveau et on est arrivé à un niveau. Tout ça, ce n'est pas moi seul, c'est grâce au concours de nos agents. Collaborer avec tes agents, je pense que vous allez vous adapter. Le service national de l'hygiène aux frontières est l'un des piliers dans la lutte contre la propagation des épidémies.
Le ministre intérimaire de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, a, au cours d'un point de presse, expliqué le point fort de la décision de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Plus de précisions avec David Mobenga. Avec cette décision, le Rwanda de Paul Kagame est sommé, en déant 90 jours, d'envoyer ses observations par rapport aux accusations de violation des droits des populations civiles à l'est de la République démocratique du Congo que la RDC a envoyé à la Cour. Si le Rwanda envoie ses observations, la République démocratique du Congo aura 45 jours pour répliquer et alors s'ensuivra la décision finale quant au fond que la Cour va rendre. Je voudrais préciser, cette décision, ces résultats est à interpréter de deux manières. Sur le plan national, c'est une première victoire judiciaire de la République démocratique du Congo. C'est depuis plus de 30 ans que le Rwanda sévissait à l'est de notre pays dans l'impunité totale. Il y fallut donc qu'un homme arrive. Et c'est le président Félix avec son gouvernement conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Sur le plan international, c'est une première devant la Cour de justice, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que ça traduit maintenant la confiance que les États peuvent faire à leurs institutions, le cas échéant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Rendons-nous à présent dans la province de Haut-Ouélé à la suite de menaces d'affrontement entre les communautés Logo et Zandé à Sambia. Le vice-gouverneur Christophe Daramatata appelle toutes les parties au calme. C'est sur instruction de son titulaire, Jean Bakomi Togambu, en mission, que le vice-gouverneur Christophe Daramatata a convoqué d'urgence au gouvernorat du Haut-Ouélé une séance de travail en vue de désamorcer la crise qui refait surface entre les communautés Logo de Akua à Faradje et les Andés de Sambia en territoire de Dungu le mercredi 25 juin 2025. En face de lui, les notables de deux communautés et le membre du comité provincial de sécurité. Au terme de leurs échanges, le vice-gouverneur Christophe Dara invite les deux parties en conflit à la paix. L'autorité de l'État doit être rétablie aux participants, chacun ce qui les concerne, et censé suivre scrupuleusement les métiers de la paix et de l'ordre public au sein de ces entités. Également, à toute la communauté, nous devons développer la culture de la paix. La violence ne porte à rien. S'il y a des différends, nous devons les régler à l'amiable. Le message que nous devons apporter au nom du gouverneur de la province. Les représentants des communautés Zandé et Logo lancent le même appel. Na Titemi Bale, Wando, na Ugambi, to des territoires, Nguna Faradji, na makambo nyonso elekaki na liboso pe lelo oyo lisusu elingi ezonga mpona rakotre oyo tosepeli mingi na engagement tozwi na ndenge na coutume ntango tokobanda kosala rakotre na deatite tosengi kaka na population ezekima ezonga kati na mboka tozwi un engagement ferme tokobetana na makasi mpo tokoka exécuter eloko bakonzi bapesi biso lokola instruction tosenga na population bameka kotika eloko wana voie ezali mpona korésoudre baproblème kati na biso. Rappelons que dernièrement, les affrontements à l'arme blanche entre les deux communautés ont fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Restons toujours dans la province du Haut-Ouélé où le caucus des députés font l'évaluation de route Kitutu dans cette partie du pays. Regardez. Jean Bakomi Togambu, gouverneur de la province du Haut-Ouélé, ne ménage aucun effort pour bâtir une province forte, stable et prospère en priorisant le développement et l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est dans cette optique qu'il a rencontré ce jeudi 26 juin 2025 à Kinshasa
le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Pour la petite histoire, le Haut-Uélé a perdu 3 ponts à cause de leur écroulement. Il s'agit des ponts Bomukandi, le pont Embo et le pont Zoro. Des incidents qui compromettent gravement la connectivité de la province du Haut-Uélé en entraînant un enclavement total. Les travaux de réhabilitation du pont Bomukandi sont presque finis. Dans quelques jours, ce pont sera ouvert à la circulation. Des assurances que le gouverneur Jean Bakomito, accompagné des députés nationaux du terroir, ont reçues auprès du ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni. Et ce n'est pas fini. Pour les 2 autres ponts, les matériels vont atteindre Kisangani dans plus ou moins 2 semaines pour les travaux de réhabilitation. Nous lui avons fait part de ce que les travaux ont été réalisés à 95% et qu'il reste quelques pièces qui doivent provenir de Kinshasa et permettre à ce que dans les 2 semaines qui suivent, ces ponts soient réouverts à la population. Les questions et entrées aux infrastructures routières ont aussi été évoquées au cours de cette audience avec un accent particulier. École et 2 centres de santé viennent d'être inaugurés par le PNUD à Loebo. Nous sommes là dans le Kasaï, dans le cadre du programme de développement local dédié aux 145 territoires. Isidore Kaya. Le PNUD a procédé à la remise de 6 infrastructures construites à Loebo dans le cadre du programme de développement local dédié aux 145 territoires. Une cérémonie solennelle présidée par les vice-gouverneurs et gouverneurs ad interim du Kasaï, Jolei Boukili, en présence des membres du gouvernement provincial, des chefs coutumiers et de la population en liesse. Au nom du représentant résident du PNUD, M. Kapuku Souria, ingénieur en génie civil et représentant du PNUD à la cérémonie, a circonscrit l'événement. Je suis honoré de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise des écoles primaires d'Ilala 2 et la Meji, d'Itekemena et Chitembi, et des centres de santé Tchombe Bouloulou et Kalonji Kampuka. 6 des 34 infrastructures dont bénéficie la province du Kasaï est en cours de construction dans le cadre du programme de développement local 145 territoires. Permettez-moi, à l'entame du propos de ce jour, de rendre un hommage à son Excellence le chef de l'État, initiateur du PDL 145 territoires. Jolei Boukili est gouverneur ad interim du Kasaï. Vous avez vu, vous avez vous-même suivi le message de la population. Ils se disent depuis que le Congo est Congo, ils n'ont jamais vu de tels ouvrages. C'est un sentiment de joie pour notre population. Et nous, comme autorité provinciale, nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour cette démarche. Dans le Lualaba, la bourgmestre de Dilala a lancé officiellement les travaux d'asphaltage de quelques avenues de cette entité décentralisée. Entièrement engagée et dévouée, Mme Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala, dont la province du Lualaba, tient un mordicus au développement de sa municipalité dans la perspective de garantir le bien-être social et ses administrés en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce jeudi 26 juin 2025, elle a procédé au lancement officiel de travaux d'asphaltage de l'avenue Mama Kaj dans le quartier Kanina. Cette grande avenue, jadis l'ombre d'elle-même, sera revêtue d'une nouvelle robe, marquant ainsi une étape décisive dans le vaste chantier de désengorgement de cette entité territoriale décentralisée. Ces travaux qui seront exécutés par une entreprise locale sont financés sur le fonds propre de la commune de Dilala et visent à améliorer significativement la sécurité, les conformités de circulation et la durabilité de cette infrastructure essentielle au développement économique et à la qualité des vies locales et seront réalisées dans le respect des normes environnementales en vigueur en privilégiant de matériaux durables et de pratiques respectueuses de l'environnement. En finir avec l'insécurité dans la commune rurale de Fungurume est là l'objectif poursuivi par le bourgmestre intérimaire Kamako Tshilombo qui a présenté un groupe de présumés bandits au ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba.
L'honorable Aline Makano Chilombo, bourgmestre de la commune rurale de Fungurumé, a présenté au ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, Roy Kaumba, des présumés bandits de haut chemin arrêtés par les services de sécurité en collaboration avec la population de l'entité qu'elle dirige. Une preuve de collaboration entre la bourgmestre intérimaire Aline Makano et la population qui dénonce tout mouvement suspect. Selon les services de sécurité, ces présumés malfrats sont partis de Likashi dans le Haut-Katanga où ils ont réussi à emporter même un véhicule de marque Regius. Arrivés à Fungurumé, ils ont été maîtrisés. Le professionnalisme des services de sécurité de Fungurumé est mis à profit pour le bien de la population de cette entité dirigée par l'honorable Aline Makano Chilombo qui, par cette même occasion, a invité la population à la vigilance et à la collaboration avec ces services de sécurité. Là où ils sont partis, on a un véhicule avant. Non, c'est du côté marché. Alors, le monsieur les a laissés dans sa maison. Il a pris les contacts pour aller vérifier si réellement il y avait les véhicules. Ils étaient à 6, comme l'a dit le colonel. Ils étaient à 6. Puisque l'intervention a traîné, ils ont commencé à s'enfuir. C'est là qu'on a perdu 2 éléments et on a arrêté le... Après procès, s'ils sont condamnés, ils iront purger leur peine à la prison de Lubudi, comme le veut le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Pour une bonne communication sur l'arrivée du président de la République dans le Congo central, la ministre provinciale Carole Kiatazabou a réuni toutes les directions provinciales sous sa tutelle pour des orientations. Reportage. En marge des préparatifs de l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Congo central, la ministre provinciale de la communication et porte-parole du gouvernement, Carole Kiatazabou Itambo, a réuni en son cabinet de travail mercredi 24 juin le directeur provincial AI de la RTNC Congo central, le coordonnateur provincial du CESAC et la division provinciale de la communication afin de prendre des mesures pour faire participer les médias à la réussite de cet événement tant attendu. Au sortir de cette séance de travail, les différents responsables ont exprimé leur satisfaction. Pour nous, ce qui importe, c'est qu'on arrive à assurer une diffusion de l'information à haut impact. Voilà pourquoi la RTNC a eu l'occasion effectivement de présenter ces difficultés logistiques, lesquelles, une fois arrangées, pourront l'aider à pouvoir mener son travail. Nous avons en tout cas promis à son Excellence, Madame la Ministre, de veiller à ce que l'information qui va être diffusée à partir de maintenant soit une information apaisée. C'est une occasion d'ailleurs pour nous de nous adresser à tous les directeurs de programmes et par ricochet à tous les rédacteurs en chef, de faire très attention à toutes les informations qui sont actuellement véhiculées à travers les réseaux sociaux. Il faut ensuite noter que Carole Kiatazabou s'emploie pour une communication responsable et booster le secteur des médias dans le Congo central. Après sa publication mardi dernier sur le zone de la RTNC Nord-Ubangi, le gouvernement Kotongo a été investi au cours d'une séance plénière. Les détails dans ce reportage de Caroline Ndoba. Après audition, examen et approbation du discours-programme par les élus provinciaux, l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a procédé à l'investiture de l'équipe gouvernementale du gouverneur de province Jean Bosco Kotongo Onfiobato, un gouvernement composé de 10 ministres provinciaux, dont une femme. Dans son allocution développée en 5 axes devant la tribune de l'Assemblée provinciale, Jean Bosco Kotongo a fait savoir que la priorité de son gouvernement sera centrée sur des axes, notamment la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province du Nord-Ubangi à travers la trilogie sécuritaire, administration et la gouvernance d'une part, et d'autre part la réhabilitation de réseaux routiers. La réhabilitation des réseaux routiers composés des 546 km de la RN24, 1054 km de routes provinciales et 1264 km de routes de dessertes agricoles, afin de connecter les centres d'intérêt économiques dans la province du Nord-Ubangi aux grands centres de consommation. Il est prévu la connectivité entre tous les chefs-lieux de province. Et dans cette optique, une étude d'asphaltage du tronçon Boussinga-Lissala est en cours au niveau du ministère des Travaux publics et Infrastructures du gouvernement central.
De son côté, Achille Kwambogou Dakis, le président du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, a prononcé les discours d'investiture tout en invitant le nouveau gouverneur d'être sédentaire, itinérant et pragmatique. Je vous félicite chaleureusement. Vous avez la lourde responsabilité de servir notre province avec compétence, intégrité, transparence et détermination. Les défis qui vous attendent sont nombreux. Je suis cependant convaincu que grâce à vos leaderships respectifs, vous aurez à guider notre communauté vers un avenir meilleur. Le directeur provincial de la DGRAD au Nord Kivu a sensibilisé les acteurs de la fiscalité dans la mobilisation de recettes au compte du Trésor public à Butembo et Lubero. 4 jours durant, le directeur provincial de la DGRAD a palpé du doigt les réalités sur terrain dans son service en ville de Butembo et territoire de Lubero. En ville de Butembo, le directeur provincial de la DGRAD a pris langue avec le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal, Roger Moabaye Kiteli. Après quoi, Vital Ponda Vita a visité les chantiers du ressort local situé à cellule Bel Air, quartier Kambali, commune Vulamba. Une visite qui s'est soldé par un constat positif, celui de l'avancée à pas de géant des travaux de construction. Par la suite, le patron de la DGRAD au Nord Kivu a échangé avec les chefs des services étatiques et il a insisté sur les attributions légales à chacun d'entre ces services d'assiette. La 3e journée a été marquée par sa rencontre avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC Butembo Lubero. L'adresse du DP de la DGRAD a été condensée entre la vulgarisation de certains textes légaux et la mise au point par rapport à l'application du décret de novembre 2024 portant notamment allègements fiscaux pour les provinces sous état de siège. Les assujettis, je les exhorte à avoir la culture fiscale, donc donner à l'État les moyens de faire sa politique. Séduit par cet exposé, Polycarpe Ndivito Kikwaya, président de la FEC Butembo Lubero, a souhaité que des séances similaires de vulgarisation des textes légaux soient régulières. L'étape du territoire de Lubero a bouclé ses périples ce jeudi 26 juin 2025. Vital Ponda a sensibilisé pour la mobilisation des recettes au compte du trésor public. Il en a parlé avec l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa Mitela et les chefs des services étatiques de cette juridiction ainsi qu'avec les agents locaux de cette régie financière. Et au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Bruno Nzundu vient de défendre sa thèse à l'université chrétienne de Kinshasa sous le thème discrimination familiale comme cause de sous-développement dans l'ancienne province de Léopoldville. Iverson Kabwaba pour le commentaire. La faculté de théologie de l'université chrétienne de Kinshasa s'enrichit en hommes scientifiques. Le chef des travaux, Bruno Nzundu Mbwebele, a soutenu sa thèse de doctorat avec pour thème « Discrimination familiale comme une cause du sous-développement dans l'ancienne province de Léopoldville ». Cette dissertation doctorale propose l'équilibre dans la société et offre des pistes de solutions sur la question du régionalisme et discrimination qui créent des barrières de vie, a expliqué l'auteur de la thèse. Et lorsque les personnes sont en contact avec Jésus-Christ, ils peuvent être transformés pour que la discrimination ne puisse plus agir dans leur vie. C'est ça notre bataille et nous voulons que partout, qu'il n'y ait pas de tribalisme, qu'il n'y ait pas de régionalisme, mais que les gens de Dieu, le peuple qui forme une famille, que ce soit à l'église, que ce soit en société ou que sais-je encore dans les entreprises, que tout ce monde-là se sentent être les enfants d'une même famille, sans discrimination, et les choses iront de mieux en mieux. Devant les membres du jury, composé des éminents professeurs, les conclusions de la délibération du jury ont réservé aux récipiendaires la mention plus grande distinction, une cote méritée, fierté pour l'auteur qui a ainsi reçu les ovations de l'assistance pour ses travaux.
70 ans, c'est l'âge qu'a totalisé l'université de Lubumbashi en cette année 2025. Les manifestations y relatives ont débuté le jeudi 26 juin au sein de cet alma mater. Reportage. À l'occasion de la célébration du jubilé de platine de l'université de Lubumbashi, plusieurs manifestations se tiennent afin d'émailler les activités festives du 26 au 28 juin 2025 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Après le mot d'ouverture du symposium par le président du conseil d'administration des universités en République démocratique du Congo, le professeur émérite Malubungi Lungenyi Crispin, le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba Fitula, a circonscrit le cadre du cérémonial jubilaire. Il s'agit, a-t-il dit, de répondre au choix politique du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de garantir la couverture santé universelle, rôle et place des universités dans la mise en œuvre des recommandations présidentielles. L'université est attentive à chercher les moyens qualitatifs en ressources humaines, en ressources financières, nous le disons, avec l'apport de tout un chacun, pour résoudre les questions de la société. En l'occurrence, la question de la santé, dans la mesure où on dit la santé avant toute chose. La santé, c'est la priorité des priorités pour l'émergence de la RDC à partir des universités. La journée inaugurale du jubilé de platine de l'université de Lubumbashi s'est articulée autour de 2 panels dont les travaux ont porté sur les enjeux, les défis de la couverture santé universelle, sa politique à travers l'innovation multidimensionnelle du secteur sanitaire en République démocratique du Congo. Le corps académique de l'université de Lubumbashi a également contextualisé la restauration de soins de santé dans notre pays. Et Kinshasa a abrité la 3e édition d'Africa Tech Invest, un événement qui a mis en lumière une Afrique qui agit, investit, code, fabrique et influence activement. Les détails avec Diane Balaka. Dans un monde où l'innovation technologique devient levier de souveraineté et de croissance, l'Afrique entre dans une ère d'action numérique structurée. Le continent vit une expansion technologique portée par ses startups et un hub numérique. C'est dans cet élan que s'inscrit Africa Tech Invest, un forum annuel d'envergure dédié à l'innovation, à l'investissement et à la coopération technologique. La 3e édition du forum Africa Tech Invest 2025 a pour thème évocateur African Ventures in Motion. Présent à l'événement, le directeur de cabinet du ministre de Pétentique a salué la pertinence du thème qu'il considère comme parfaitement aligné avec la feuille de route du gouvernement congolais en matière de transformation numérique. Le thème de cette édition, investir, innover, exécuter, est en parfaite symbiose avec la feuille de route gouvernementale pour la transformation numérique ainsi que le programme d'action du gouvernement de la RDC. Le président de l'autorité de régulation et de la poste et des communications du Congo, RPTC, Christian Katende, plaide en faveur d'une collaboration étroite entre les start-up congolaises et les opérateurs télécoms. L'inclusion numérique est accompagnée de développement d'applications qui répondent à des besoins locaux en termes de prise en charge de problématiques. Et les startups qui les développent ont souvent besoin des opérateurs télécoms pour les diffuser. En rassemblant les acteurs clés autour d'une même vision, Africa Tech Invest pose les fondations d'une souveraineté numérique africaine forte, inclusive et tournée vers l'avenir. Voilà, Madame, Messieurs, qui met pratiquement un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 23h, Jacques Mégy, 20h, Sandra Nyangui. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.